Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, dans la série des vidéos sur les bases de données, nous allons aller un petit peu plus loin en voyant les fonctions scalaires. Après avoir vu comment mettre en place la structure d'une base de données, comment y insérer des données et comment manipuler ces données en les sélectionnant, en les supprimant et en les mettant à jour, nous allons voir maintenant que SQL est vraiment un langage de programmation complet puisqu'il met à notre disposition également des fonctions prédéfinies. Ces fonctions, qu'on va appeler les fonctions scalaires, vont nous permettre de manipuler les nombres dans des situations de formatage de nombres, par exemple, ou des fonctions puissance, valeur absolue, ce genre de choses, et va nous permettre aussi de manipuler les chaînes de caractères. Là, on va retrouver des fonctions qu'on a bien connues dans d'autres langages de programmation, comme la fonction substring, par exemple, ou les fonctions qui vont nous permettre de concaténer deux chaînes de caractères. Nous ne serons évidemment pas exhaustifs sur les fonctions de MySQL, puisqu'il y en a énormément, et si jamais vous voulez avoir la liste de toutes les fonctions qu'il existe, je vous renvoie vers la documentation de MySQL qui est vraiment bien faite et qui va vous permettre pour chaque fonction de savoir quels sont les paramètres nécessaires et quelles sont les valeurs de retour fournies. Donc là, aujourd'hui, cette vidéo va juste faire un petit tour d'horizon de quelques fonctions pour voir comment mettre en place une fonction dans MySQL. Donc les fonctions scalaires, c'est les fonctions dont nous allons parler ce matin. Elles vont nous permettre de manipuler les nombres, de faire des opérations sur les nombres et de manipuler les chaînes de caractères. Opérations de concaténation, changement de casse, ce genre de choses. On va voir quelques fonctions ici, mais comme on l'a dit, on ne sera pas exhaustif puisqu'il y en a des dizaines et des dizaines de fonctions. Mais ce que j'aimerais attirer votre attention avec cette vidéo, c'est que si jamais vous cherchez à faire une opération sur les nombres, eh bien il y a vraisemblablement une fonction MySQL qui va exister, et en fait il n'y aura qu'à la chercher pour pouvoir l'utiliser, pour voir quels sont les paramètres à fournir pour avoir le résultat escompté. Donc la documentation officielle de MySQL pourra fournir toutes les informations des fonctions, elle est très détaillée, elle explique largement ce qu'il faut mettre dans les paramètres, et donc je vous renvoie vers cette documentation que je mettrai en lien sous la vidéo. Nous allons voir comment se définit une fonction et comment l'utiliser dans nos requêtes. Parce qu'effectivement, on avait vu que SQL fonctionne avec un système de requêtes, et c'est peut-être un petit peu différent des langages de programmation que vous avez vus jusqu'à maintenant. Mais en fait, si vous connaissez déjà un langage de programmation, vous ne serez pas perdu et vous pourrez largement fonctionner par analogie pendant cette vidéo. Donc, quelques fonctions scalaires, on va commencer par la manipulation des nombres. Donc la manipulation des nombres va nous permettre de formater le retour d'une requête. Par exemple, on peut fixer la valeur d'un nombre à 2 chiffres après la virgule, à 3 chiffres après la virgule, on peut l'arrondir soit vers le haut, soit vers le bas. On peut faire énormément d'opérations sur les nombres. Elle nous permet par exemple de spécifier le nombre de chiffres après la virgule. Ça permet par exemple d'arrondir un prix qui aurait été calculé sur un pourcentage. Imaginons qu'on calcule la TVA, ça donne une valeur à virgule avec énormément de chiffres après la virgule. Et bien là, en fait, on pourrait penser à une fonction qui pourrait avoir que 2 chiffres après la virgule pour avoir juste les euros et les cents. Les fonctions sur les nombres permettent aussi des opérations courantes comme le modulo, c'est donc le reste de la division entière, la fonction puissance ou la fonction carré. Donc là, c'est un peu plus des fonctions mathématiques qu'on utilise, mais vous allez voir que SQL nous met à disposition ces fonctions-là aussi pour faire des opérations. On retrouve également toutes les fonctions trigonométriques, cosinus, sinus, tangente. Si vraiment vous avez une application scientifique à écrire, eh bien, toutes ces opérations sont déjà dans SQL. Et donc SQL peut faire lui-même les calculs et vous renvoyer un résultat déjà fini dans votre programme. Donc ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Donc on va juste voir quelques exemples dans cette vidéo. On a d'abord des fonctions qui vont nous permettre de faire des arrondis. Donc scale pour l'arrondi supérieur, floor l'arrondi inférieur. Et on peut arrondir à la décimale voulue avec la fonction round à laquelle on donne le paramètre que l'on veut arrondir, virgule et le nombre après la virgule que l'on veut. Essayons de voir sur Workbench un petit peu comment est-ce qu'on peut faire. J'ai modifié un petit peu mon exemple de la table roman et cette fois-ci j'y ai mis les prix que l'on va pouvoir arrondir. Donc on a vu que la fonction qui arrondit au supérieur c'est la fonction sale et si on lui donne un nombre, 9,7 par exemple, et qu'on l'exécute, en fait elle va arrondir au supérieur 9. D'accord, donc ça on a vu que cette fonction peut fonctionner sur une valeur constante qu'on lui donne un paramètre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces fonctions peuvent aussi être utilisées sur chacune des valeurs des lignes pour une colonne donnée. Comment on fait cela ? Tout simplement, j'ai ma table roman.
si j'en affiche le nom et le prix, vous avez vu qu'il suffit en fait de prendre les colonnes pour la sélection. Là, j'ai le nom et le prix. Et si je veux arrondir maintenant mon prix à la valeur supérieure, et bien en fait, il me suffit de mettre sale autour de ma colonne prix, et vous allez voir que tous les prix vont être arrondis à l'euro supérieur. De la même façon, si j'utilise la fonction floor, cette fois-ci, l'arrondi sera fait vers le bas. Donc, en fait, elle prend en fait que la partie euro de mon prix. Si cette fois-ci, je veux utiliser la fonction round, si je lui mets 2 chiffres après la virgule, je n'aurai aucune modification sur mes prix, puisque j'arrondis à 2 chiffres après la virgule. Si par contre, maintenant j'en mets 1, là j'aurai un arrondi qui sera sur les dizaines de cents, sur les dixièmes d'euros en fait. Voilà comment fonctionnent un petit peu les fonctions de formatage. Donc, rien de très compliqué, on peut les appliquer sur des valeurs numériques directement, ou on peut les appliquer sur des colonnes, et donc en fait ça s'appliquera sur chacune des lignes de cette colonne. On va utiliser quelques fonctions mathématiques également, pour voir, on a la fonction puissance, on a la fonction racine carrée, absolue et modulo. Donc là aussi, pas de grande surprise. La fonction power, on va mettre 5 à la puissance 2. Si tout se passe bien, on a 25. Donc là également, vous pouvez utiliser des valeurs qui sont directement dans la base de données pour lancer cette opération. Vous avez la fonction sqrt qui est racine carrée, square root, typiquement racine carrée. Si je prends la racine de 25, eh bien je devrais récupérer 5 qui est effectivement l'opération inverse de ce que je viens de faire. La valeur absolue, eh bien, elle permet juste d'enlever le signe. Donc si j'ai moins 25, elle me rend 25. Si j'ai 25, elle me rend 25 également. Pas de problème là-dessus. Et on a la fonction modulo, une opération mathématique qui donne le reste de la division entière. Donc cette fois-ci, si je fais 5 divisé par 2, je sais que ça me fait 2 reste 1. Effectivement, la réponse est 1, c'est le reste de ma division entière. Donc voilà, vous voyez en fait que SQL est vraiment un langage complet puisqu'il permet lui-même de faire des opérations mathématiques. Et donc il peut renvoyer le résultat de ces opérations directement à votre programme sans que vous ayez forcément à refaire ces opérations dans votre programme. Donc ça peut être très intéressant. SQL nous permet aussi de manipuler des chaînes de caractères, puisqu'on l'a vu, il est possible de stocker dans les tables des chaînes de caractères sous des formats varchar ou char. Qu'est-ce qu'on peut attendre par la manipulation des chaînes de caractères? Eh bien, la manipulation des chaînes de caractères va nous permettre également de formater nos données par rapport à ce que contiennent nos tables. Effectivement, on peut avoir dans nos tables la valeur sous un certain format, et ce n'est pas le format en fait que l'on veut utiliser sur notre document. Eh bien, avec des fonctions MySQL, on peut préformater ces chaînes de caractères pour les rendre conformes à ce qu'on attend directement, ce qu'on veut présenter à notre utilisateur. Donc nous allons trouver ici des fonctions qui permettent de concaténer une chaîne, de récupérer une sous-chaîne ou de comparer deux chaînes. Donc c'est des opérations assez courantes sur les chaînes de caractères, comparer des chaînes, les concaténer, et récupérer une sous-chaîne, c'est la fonction substring que vous avez peut-être déjà vue dans d'autres langages de programmation. La gestion de la case est aussi possible, donc la gestion de la case, c'est est-ce que c'est écrit en minuscule ou majuscule. Très bien, donc on va voir quelques exemples sur ces fonctions. Donc on a une fonction select strcmp qui permet de comparer deux chaînes. Là aussi, je le rappelle, on va faire des exemples avec des valeurs fixes, mais il est tout à fait possible de faire avec des valeurs directement issues des bases de données. J'aimerais attirer votre attention aussi que quand on fait des opérations sur des valeurs fixes, en fait, on n'a pas besoin de la clause from, puisqu'en fait, on ne travaille pas sur une table, on peut faire directement un select comme ça. Il y a certains SQL, notamment Oracle, qui va vous demander d'utiliser une base fictive qui s'appelle dual en Oracle pour que l'opération puisse se faire. Ici, en MySQL, on n'en aura pas besoin. On peut directement ne spécifier aucune table quand on ne travaille pas sur une table. Donc là, on va utiliser la fonction strcmp qui va nous permettre de comparer deux chaînes. Donc cette fois-ci, je vais comparer une chaîne 1 et une chaîne 1 pour voir déjà qu'est-ce que cela va me donner en cas d'égalité. Eh bien, strcmp chaîne 1 et chaîne 1, quand je compare deux fois la même valeur, en fait, me renvoie 0. Donc 0, c'est de l'égalité. Si maintenant je compare chaîne 1 et chaîne 2, dans ce sens-là,
en fait, il me renvoie -1. -1 veut dire en fait que c'est la valeur de gauche qui est la plus petite. Parce que si j'avais inversé chaîne 2 et chaîne 1, en fait, vous voyez que il me renverrait 1 pour me dire que cette fois-ci, c'est la valeur de droite qui est la plus petite. Donc, il ne fait pas seulement un opérateur de comparaison pour me dire c'est égal ou pas. Si jamais c'est pas égal, en fait, il me dit lequel est le plus petit. Donc, c'est une fonction à double effet qui est vraiment intéressante à utiliser. Qu'est-ce qu'on avait comme autre fonction? On avait la fonction substring qui nous permet de prendre une sous-chaîne d'une chaîne. Donc, on va définir une longue chaîne. Voilà. Et on va prendre à partir de l'élément 4 et on va prendre 3 caractères. Qu'est-ce que cela me renvoie? Ça me renvoie LO. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a enlevé 4 caractères, 1, 2, 3, 4, j'ai commencé à l'espace, et ça a pris espace LO. Donc si je prends caractère 5, là je vais avoir LON, et ainsi de suite. Donc ça me prend 3 caractères à partir de la position 5. Donc, le substring permet justement de récupérer des informations assez facilement. Donc là, si on pouvait avoir le 1, 3, voilà, là on est au début, on récupère le premier mot. Et donc ça permet en fait de décomposer une chaîne en sous-chaînes. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme fonction? On peut avoir une recherche de chaîne avec la fonction instr pour savoir, qu'on peut dire instr, est-ce que la sous-chaîne est dans la chaîne que je cherche. Donc instr, on va lui remettre notre longue chaîne en paramètre. Et dans notre chaîne, on va chercher est-ce qu'il y a bien une. Il me répond oui, et une se retrouve à la position 1. C'est ce qui m'indique. Si j'avais maintenant cherché banane, il me dit 0, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas trouvé la chaîne. Donc non seulement il vous spécifie que la sous-chaîne est bien dans la chaîne originale, mais en plus, il vous dit à quelle position elle se trouve. Encore une fois, une fonction très intéressante à utiliser. On a ensuite la fonction concat, qui peut aussi nous rendre pas mal de services. Si je reprends l'exemple de ma table roman, là, je me rends compte que j'ai nom et l'auteur qui sont dans 2 colonnes différentes, donc que je peux afficher. Donc là, j'ai le nom et l'auteur, et si j'utilise en fait la fonction concat, qu'est-ce que cela va me faire? En fait, là, le concat va me permettre, je peux même me permettre de mettre un tiret entre. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que concat va prendre toutes les chaînes de caractères qu'on lui donne un paramètre, va les concaténer en une seule, et va vous renvoyer une seule valeur, une seule colonne. Donc encore une fonction assez intéressante en termes de formatage qui va vous permettre de prendre les informations de plusieurs colonnes et de les réunir pour en faire une seule valeur de résultat. On a les fonctions lower et upper qui nous permettent respectivement de mettre tout en majuscule et tout en minuscule. Donc si je reprends ma table auteur ici, ma table roman, from roman, je m'aperçois que là j'ai mis des majuscules un petit peu, la communauté de la nœud, j'en ai mis un à la et j'en ai mis un à la communauté, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Ce que je peux faire, c'est que je peux reprendre donc les noms de mes romans, et si je peux faire un upper, voilà, donc là j'ai tout mis en majuscule. Si je veux faire un lower, là j'ai tout en minuscule. Et donc ces fonctions de chaîne de caractères peuvent en fait, vous pouvez les utiliser les unes avec les autres, les imbriquer. Par exemple, si je voudrais normaliser le nom de mes romans, par exemple je m'aperçois que dans les noms, là j'écris le L en majuscule, mais j'écris un C en majuscule aussi à communauté. C'est pas forcément génial. Ce que je pourrais essayer, c'est d'avoir une fonction qui me dit je mets la première lettre du nom de mon roman en majuscule et le reste je le veux en minuscule. Et bien comment on fait ça? Et bien tout simplement, on peut récupérer la première lettre du nom à l'aide de la fonction substring. Donc comment je fais ça? Et bien je fais un substring sur mon nom.
je prends la première caractère, donc en position 1, et une longueur de 1. Donc là, vous voyez que j'ai les premières lettres de toutes mes noms de romans. Donc en fait, ça, il suffit que je fasse une fonction upper. Donc la première lettre, je la veux toujours en majuscule. Ok ? Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux récupérer aussi toutes les lettres qui ne sont pas la première, donc c'est-à-dire toutes les lettres, toutes les suivantes. Donc là, je vais commencer en position 2. Et là, vous allez voir que je ne donne pas la fin, puisque je ne donne pas le troisième paramètre dans ma fonction substring, ce qui veut dire en fait c'est que je prends jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. Donc là, j'ai récupéré toute la suite de lettres qui ne sont pas la première lettre. Donc celle-là, la suite, je veux pouvoir la mettre en lower. Voilà, tout en minuscule. Ok ? Et maintenant, comme j'ai la première lettre qui est en majuscule et toutes les autres qui sont en minuscule, et bien la seule chose qui me reste à faire, c'est d'utiliser une fonction concat par-dessus, qui va me permettre de concaténer les deux colonnes que j'ai créées, et qui va me permettre de normaliser le nom de mes romans, avec la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Donc ça pose des problèmes un petit peu pour Harry Potter, qui lui s'est vu avoir un P minuscule à son nom de famille, mais enfin on voit que les différentes fonctions ont marché entre elles, on les a imbriquées, et en fait les effets d'une fonction ont été réutilisés en paramètre d'une autre fonction pour fournir un résultat plus élaboré. Voilà ce qu'on peut faire avec la manipulation des caractères, ou des chaînes de caractères. Il y a une troisième partie que j'aimerais aussi voir, c'est la manipulation des dates, puisque à partir du moment où vous utilisez les formats dates dans SQL, eh bien en fait ça vous tire une sacrée épine du pied. Ce que je veux entendre par là, c'est qu'à partir du moment où vous dites que ce que vous stockez c'est une date, et bien après SQL va gérer directement toutes les opérations sur les dates. Est-ce qu'une date est dans une période? Est-ce qu'une date est supérieure à une autre date? Si jamais vous voulez gérer ça de façon numérique, en fait, vous allez devoir prendre en compte des spécificités d'un calendrier. Quel mois a 31 jours, quelle année est bissextile, ce genre de choses. À partir du moment où vous utilisez un format date, directement dans SQL, et bien en fait c'est MySQL qui va gérer toutes les opérations sur les dates. Et vous aurez juste à comparer deux dates l'une avec l'autre. Donc la manipulation des dates en SQL, vous l'aurez compris, est très importante. Et les comparaisons de dates peuvent être assez compliquées. Mais MySQL va nous aider comme il le peut pour que ces opérations soient le plus simples possible. MySQL gère également les opérations sur les dates, donc les dates inférieures, supérieures, les égalités de dates ou les dates qui seraient dans une période. Et MySQL possède aussi des fonctions qui permettent de récupérer facilement la date du jour, l'heure exacte qu'il est, et c'est intéressant qu'on essaie de faire des traces de mise à jour dans les tables. En effet, si par exemple vous avez une application qui vérifie quand tel utilisateur s'est connecté, quand est-ce qu'il s'est déconnecté, que vous voulez par exemple avoir des statistiques sur les temps de connexion des utilisateurs, et bien ce sont des fonctions qui seront très appréciées. Puisqu'en fait, c'est des fonctions que vous pourrez utiliser directement dans SQL, dans MySQL, et que vous n'aurez pas forcément à définir dans le langage de programmation dans lequel vous avez développé votre application. C'est SQL qui va gérer tout seul ce qu'il doit mettre dans ces tables. On va voir un petit peu les opérations que l'on peut mettre en place. On a par exemple toutes les dates current date, cure time et now, que l'on va voir. On va voir directement comment elles fonctionnent. Donc on a cure date. Comme c'est une fonction, il faut toujours mettre des parenthèses, même lorsqu'elles ne prennent aucun paramètre. Et là, vous voyez qu'on est le 25/1/2021, donc c'est le jour à laquelle en fait j'ai lancé cette requête. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut imaginer par exemple de faire un insert de valeur où une des valeurs ou la date de mise à jour par exemple serait automatiquement le retour de la fonction cureDate. Et donc vous ne seriez plus obligé de gérer la date du jour précisément. Ensuite, dans le même ordre d'idée, vous avez currentTime qui vous donne l'heure à laquelle justement je fais cette vidéo, donc il est 9h05. Et vous avez la fonction selectNow. Now qui va vous donner l'intégralité des informations, date du jour, plus heure à laquelle a été faite cette vidéo. Voilà. Donc là, typiquement, ça permettra de faire un timestamp, par exemple, pour tracer les opérations de mise à jour dans les bases de données. Donc, ce sont des choses très intéressantes. Ce qu'on va voir aussi, c'est la fonction strToDate,
qui est un petit peu plus compliqué à écrire. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'arrive pas forcément à retenir et que on reviendra souvent dessus au niveau de la documentation parce qu'elle est assez complète. Comment ça fonctionne? Je vais vous donner juste un exemple ici. On a str2date, on va mettre notre date. On va mettre notre date sous format de 5 chiffres. Donc on va donner la date d'aujourd'hui, le 25 1. Alors je peux mettre des tirets ou n'importe quoi, vous allez voir que ça n'a aucune importance, puisque à partir du moment où on va spécifier le format en fait dans lequel on l'a rentré. Et le format, c'est des MY majuscules. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que je vais lui dire, je vais intégrer une date, donc là ma date est sous format caractère, et je vais lui dire, en fait, je t'ai d'abord mis les jours, puis j'ai mis un tiret, puis j'ai mis les mois, puis j'ai mis un tiret, puis j'ai mis l'année, avec un Y majuscule. Et en fait, qu'est-ce que ça va convertir? En fait, on n'a pas l'impression que ça a fait grand-chose, puisque le résultat de cette commande, encore une fois, est 2021-01-25, qui est ma date du jour. Et on a l'impression que ça pourrait être de la chaîne de caractères. Et le mécanisme qui s'est passé derrière, en fait, c'est que MySQL a converti votre chaîne de caractères en date. Et maintenant, cette date, elle va pouvoir être convertie, elle va être comparée à d'autres dates, à d'autres formats dates. Et donc on va voir comment une date est supérieure à une autre, ou ce genre de choses. Donc très important d'utiliser le format date, et vous avez effectivement le pendant inverse qui est justement le select date format qui va en fait nous permettre de ne pas repartir d'une date et de récupérer une chaîne de caractères. Puisque effectivement, si jamais vous repartez d'une date, c'est vraiment très pratique pour les calculs, mais le jour où vous voulez afficher une date, eh bien vous êtes obligé de repasser par une chaîne de caractères. On va utiliser la date du jour. On va récupérer le jour dans la semaine. Qu'est-ce que j'avais récupéré encore dans mon exemple? Le mois, l'année. Ok. Là, c'est pareil. Je lui dis dans quel format je le veux. Donc, on va regarder ce que cela produit. Donc, j'ai récupéré la date du jour et je veux le jour dans la semaine. Je veux le mois, mais cette fois-ci pas en numérique, mais je le veux affiché en textuellement. Donc là, January. Et je veux l'année en 2021. Si maintenant j'avais mis un M minuscule, en fait, j'aurais eu la date avec le mois en numérique. Si j'avais mis un D ici, j'aurais eu le jour dans le mois, et ainsi de suite. Donc en fait, ces deux fonctions str2date, dateFormat permettent une fois de prendre une chaîne de caractères, de le mettre en date, et puis l'autre reprend en fait la date et la remet en chaîne de caractères. Et elle utilise en fait ces formats que vous pouvez aller retrouver dans la documentation de MySQL. Lorsque vous cherchez ces deux fonctions, str2date, dateFormat va vous donner comment en fait passer de l'un à l'autre, quels sont les différents types, quels sont les différents formats que vous pouvez utiliser. Et vous voyez déjà là sur quelques exemples, avec les modifications que j'ai faites, entre comment est-ce que j'écris mes mois, comment est-ce que j'écris mes jours, en fait, que MySQL donne un grand nombre de possibilités au terme de formatage d'une date. Donc ça peut être très intéressant, puisque en sortie de votre base de données, vous pouvez déjà avoir votre date sous le bon format, et c'est plus la peine de faire des opérations dessus avec votre langage de programmation habituel qui accède à la base de données. Quelques remarques encore sur les fonctions scalaires. Donc les fonctions scalaires peuvent porter aussi bien sur des valeurs fixes et sur des contenus de table. On l'a vu, là, on avait utilisé le formatage sur les nombres avec des nombres à virgule directement. Et on avait formaté également le prix des livres dans une colonne. Donc on peut utiliser sur une valeur fixe, sur une valeur de colonne. Les fonctions scalaires peuvent produire un résultat qui peut être utilisé immédiatement dans une autre fonction. Ça aussi, on l'a vu, puisqu'on a utilisé notre exemple où on avait concaténé en fait la première lettre de chaque nom du roman que l'on avait mis en majuscule avec la suite des lettres du roman qu'on avait mis en minuscule. Et enfin, elle constitue un outil très puissant pour formater les données de la base de données avant de les renvoyer vers le programme appelant. Oui, vous avez vu que ces fonctions en fait peuvent être utilisées très simplement, peuvent regrouper directement des colonnes, peuvent faire plein d'opérations, même sur plusieurs colonnes, et permettent en fait de récupérer le résultat directement au voulu dans notre programme. Et donc ça peut être un gain de temps très important. En plus, avec les fonctions date, on avait vu que les fonctions cureDate, cureTime ou no permettent de gérer tout seul en fait les timestamps si jamais vous voulez voir
à quelle heure s'est connecté tel utilisateur, combien de temps il est resté, et faire des opérations de statistiques. Encore une facette du langage SQL qui le rapproche justement des autres langages de programmation connus. L'utilisation des fonctions, que l'on a vu aujourd'hui, des fonctions prédéfinies, et on voit que ces fonctions, finalement, n'ont rien à envier aux fonctions des autres langages de programmation, comme peuvent l'être le C++, le Java ou Python. On a exactement la même façon de travailler, on rentre des paramètres, et si les paramètres sont bien correctement renseignés, nous avons le résultat escompté que nous pouvons utiliser. Donc là, on a vu des fonctions scalaires qui travaillent directement sur une colonne. Il existe aussi des fonctions d'agrégation qui nous permettent de regrouper des lignes ensemble pour traiter un sous-ensemble de notre table, en fait, directement. Et ça va être l'objet de notre prochaine vidéo. Donc je vous dis à très vite pour voir comment fonctionnent les fonctions d'agrégation.